Sophie Sanson-Daniel. Oui. Et Elisabeth, de Souvenez-vous et Sandrine Alliou, les co-fondateurs. Bienvenue, et puis je donne la parole à Nicolas qui va introduire les entreprises en mission. Bon, je suis sûr que j'ai besoin de ça parce que. Bonjour à tous. Donc, le titre, c'était pourquoi et comment devenir une entreprise à mission. Je préciserai une société à mission, puisque le statut qui est inscrit dans la loi, c'est la société à mission. L'entreprise à mission est un concept dont on pourra parler, mais c'est la société à mission qui est inscrite dans la loi. Et pour discuter du sujet, on a trois personnes. Donc, Marc-Antoine Garrigue, qui est serial entrepreneur, qui est cofondateur de Toguna, qui est une institution de concertation, qui est société à mission, et qui nous donnera le point de vue de l'entrepreneur, de la démarche, l'impact, etc. Il y a Sophie Mousta, qui est CTO de Allenvie. Allenvie, qui est une société à mission qui repense, redéfinit l'accompagnement des personnes âgées. Une très belle entreprise, et qui nous donnera le point de vue du collaborateur. Comment est-ce que, dans une organisation qui devient société à mission, ça a un impact sur les relations internes. Et puis, Elisabeth Soublet, qui est cofondatrice de Squeeze, qui a un autre nom aussi, c'est voilà, Ma Bonne Étoile, qui est une société à mission et Bicorp. Et Elisabeth est en plus inscrite au board Bicorp pour le type des PME. Donc, elle nous donnera un éclairage sur la question qui taraude beaucoup de gens qui s'intéressent à la question. Alors, Bicorp, société à mission, c'est la même chose, c'est pas la même chose, donc ça sera intéressant. Pour ma part, je dirige un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leur parcours, et je suis membre du comité de mission de la communauté des entreprises à mission, qui regroupe, je l'expliquerai à la fin, des sociétés à mission, des sociétés en chemin, comme la mienne, et puis des gens qui s'intéressent au sujet. Voilà, donc on va essayer d'être assez concis pour laisser de la place aux échanges, aux questions, parce qu'il y en a sans doute beaucoup. Et je vais commencer, avant de passer la parole, par fixer un certain nombre de points pour ceux qui ne seraient pas déjà Black Belt en société à mission. Donc, la société à mission est une notion qui est un modèle français, mais qui s'inscrit dans une démarche générale autour de la responsabilité sociétale des entreprises, des Bicorp. Il y a aujourd'hui 3 pays dont Elisabeth parlera qui sont très, très actifs là-dessus. Il y a la France, l'Italie et les États-Unis. Pour ce qui est de la France, la société à mission a été institutionnalisée dans le cadre de la loi Pacte, qui a indiqué qu'il y avait 3 statuts ou trois étapes. Il y a d'une part le fait que toutes les entreprises doivent se sentir concernées par la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, c'est une démarche collective que de s'engager dans la RSE. Il y a une deuxième étape qui consiste à inscrire sa raison d'être, c'est-à-dire en quoi on a un impact positif sur la société dans ses statuts. Et il y a une troisième étape qui consiste à devenir société à mission. La société à mission étant une qualité reconnue par la loi, inscrite au registre du commerce et qui répond à un certain nombre de critères. Pour être société à mission, il faut bien sûr avoir inscrit sa raison d'être dans ses statuts. Il faut y avoir ajouté des objectifs qui traduisent l'objectif d'atteinte, et c'est cet ensemble raison d'être plus objectif qui définit une société à mission, qui fait la mission. Et pour assurer la réalité de cet engagement et aider aussi les dirigeants et l'ensemble des parties prenantes à y voir clair, il y a 2 instances qui contrôlent ce statut. D'une part, le comité de mission, qui est un organe de gouvernance associé, intégré à la gouvernance de l'entreprise, sélectionné, créé par l'entreprise pour l'aider à concevoir puis évaluer son parcours sur la mission. Et puis, il y a un organisme tiers indépendant, notion qui a été introduite dans la loi, qui est en cours de définition, et on pourra éventuellement répondre à vos questions parce que c'est
c'est quelque chose qui est très actuel. Les décrets d'application sont sortis en juillet, donc vous voyez, c'est très récent. Cet organisme tiers indépendant est un organisme extérieur qui vient faire à période régulière une inspection, un contrôle en fait, de la trajectoire de l'entreprise vers sa mission. Alors, pourquoi y aller? Il y a beaucoup de raisons et peut-être que nos participants en donneront d'autres, mais globalement, on les regroupe dans 3 domaines. Le premier, c'est pour des raisons stratégiques, fixer un cap, inscrire sa stratégie en lien direct avec sa raison d'être, donner à l'entreprise une assise stratégique associée à sa raison d'être. La deuxième groupe de raisons, c'est l'impact sur l'écosystème. Et on voit bien, il y a eu quelques précédents au printemps dernier, à quel point le fait d'être société à mission renforce les liens entre l'écosystème et l'entreprise. Et puis, il y a le troisième volet qui est plus interne, qui est relatif à la gouvernance et à l'engagement des collaborateurs. Et sans doute que Sophie nous donnera un éclairage. C'est une manière de s'imposer, et pour l'avoir fait, et puis vous pourrez tous en parler, de s'imposer un regard objectif sur la façon dont on répond à la raison d'être qu'on considère être celle de son entreprise. Alors, les grandes étapes, la première, c'est de concevoir sa mission. Alors, on y reviendra sans doute, mais n'imaginez pas que ça se fasse en 3 minutes sur un coin de table. C'est une démarche qui prend entre 6 et 24 mois, parce qu'il faut intégrer, réfléchir, vérifier que cette mission, raison d'être est atteignable, qu'elle est compréhensible, qu'elle est stratégique et qu'elle va soutenir l'ensemble de l'entreprise. D'une certaine manière, définir le pilotage est une conséquence de ce travail réflexif qui est fait pour la création de sa société. Donc, première étape, définir sa raison d'être, l'articuler avec sa mise en œuvre opérationnelle, et là, nos témoins vous donneront les éléments. L'étape administrative à laquelle tout le monde pense, c'est quand il faut intégrer dans les statuts les éléments de la mission. Mais ça, je dirais, c'est extrêmement rapide, c'est juste une formalité, on va dire, après qu'on ait fait tout le travail dont j'ai parlé avant. Et le vrai sujet, c'est de vivre sa mission. C'est-à-dire de faire en sorte que l'on respecte ou que l'on s'engage vers ses objectifs de mission. C'est le fait que l'on soit au quotidien capable de décliner sa raison d'être en objectifs stratégiques, en objectifs tactiques ou opérationnels et en mesure, et faire vivre la gouvernance entre le comité de mission, les OTI, et encore, on n'a pas beaucoup de recul, on y reviendra tout à l'heure. Alors aujourd'hui, au 30 septembre, il y a 257 sociétés à mission pour 70% des PME, mais il y a également des grands groupes qui sont sociétés à mission. Et c'est un mouvement qui est en accélération constante. L'ensemble de les sociétés à mission sont représentées par la communauté des entreprises à mission, qui est une association de 1901 qui regroupe des sociétés à mission, des sociétés en chemin et des gens intéressés par le sujet, des individus qui participent aux travaux. Et l'objectif est vraiment de faire vivre, parce que la loi Pacte a laissé beaucoup de marge de précision pour l'action. Et donc, c'est de faire vivre ce système, de le partager, de l'améliorer et d'aider aussi les pairs. Donc, il y a des groupes de travail qui instruisent des questions, comment travailler avec son comité de mission, comment travailler sur les achats responsables, etc. Il y a 4 instances, et j'en arrêterai là. Il y a un conseil d'administration qui fixe les orientations. Il y a un comité de mission dont je fais partie, qui, bien que la communauté soit une association, elle a choisi de prendre les codes de société à mission. Le comité de mission a pour vocation d'aider la direction générale et de contrôler le fait que la communauté remplisse bien ses engagements. Il y a un conseil scientifique parce qu'il y a beaucoup de travail sur le fond de ce qu'est la société à mission. Et puis, il y a une directrice générale, Anne Mollet, qui est entourée de permanents, qui font vivre la communauté et qui, en particulier, mettent à disposition des livrables, des contenus pour ceux qui sont intéressés et animent un observatoire extrêmement précieux sur les éléments relatifs à la société à mission. Je pense que Michel communiquera l'ensemble des liens. On vous fera un petit paquet après la conférence pour ceux qui veulent aller voir les différents sites dont j'ai parlé. Mais voilà, donc c'était une petite introduction pour
vous poser les bases et savoir exactement de quoi on parle. Mais je pense que vous attendez tous que la table ronde démarre avec le témoignage de nos participants. À commencer peut-être par Marc-Antoine qui va donner une vision, une expérience, un retour d'expérience, et puis on pourra interagir avec la salle aussi. Et bien sûr, n'hésitez pas à intervenir sur la démarche entrepreneuriale depuis l'idée jusqu'à la mise en œuvre. Donc, Marc-Antoine, je te passe la balle. Bonsoir. C'est assez, en réalité, c'est assez contre-productif. Donc, moi, j'ai démarré en 2008 à l'école. Et de mon expérience, à chaque fois, un marathon, on a fait. Donc, l'origine, en tout cas, de la motivation pour se lancer dans cette démarche, au départ, elle est très égoïste, finalement. Elle consiste à asseoir le sens qu'on donne à l'aventure entrepreneuriale au sein de l'entreprise. Et donc, de projeter un désir très égoïste. Ça garde au départ que par les quelques-uns qui sont là, et d'essayer de pérenniser l'entreprise comme ensemble. Voilà pour le. Et sur la démarche elle-même, c'est-à-dire la création de la mission, sur la démarche qui vous avez impliqué, est-ce que vous avez impliqué vos clients, vos futurs clients, les parties prenantes, vos collaborateurs si vous en avez, ou entre associés, comment ça s'est passé pour... Alors, une de mes sociétés, une qui s'appelle Tobuna, dans laquelle on fait des concertations à grande échelle, on fait beaucoup de sujets de respect. On a fait une dizaine, comme on a co-construit avec l'ensemble des collaborateurs en branche, qui sont 50 personnes, l'élaboration de cette raison. Et donc, je peux témoigner que c'est très différent dans une société dont le business est établi, qui a une histoire historique et une culture. C'est très différent d'élaborer sa raison d'être dans ce cadre-là que dans le cas où on est une société en construction, pour laquelle, par définition, on ne sait pas très bien où on va. On va pivoter, probablement quelquefois, on va changer de métier. Et donc, c'est un peu plus, c'est un exercice complètement différent. On ne va pas aller chercher l'historique de la boîte, il n'y en a pas. C'est très différent. Pour le coup, le point commun, c'est qu'on construit avec les gens qui sont là. Il n'y a pas de d'exégèse. On fait classiquement dans les grandes entreprises. Et on construit, donc effectivement, le timing que tu as donné, qui est de l'ordre de 12 à 24 mois pour élaborer cette raison d'être, c'est aussi ce qu'on a vécu. On a deux sociétés pour lesquelles on a fait, qui sont des petites sociétés, d'une vingtaine de personnes. Mais ça prend quand même ce temps-là pour être sûr de ne pas se tromper. Vous avez un comité de mission? Alors, nous, on est en chemin. On
eu notre raison d'être il y a 3 mois. Elle sera inscrite au prochain passage de au début de l'année prochaine. Et donc, on a, mais on a déjà démarré les démarches autour des engagements. Vous avez choisi d'avoir un comité de mission ou pas? On a choisi d'avoir un comité de mission, il n'est pas encore opérationnel. Parce qu'il faut savoir que pour les petites entreprises, on n'est pas obligé d'avoir un comité de mission, on peut avoir un représentant de la mission. Ceci dit, nous aussi, on est en chemin et on a choisi d'avoir un comité de mission. Et je pense que par rapport à l'apport, à la contribution, à la force transformatrice de la mission, d'avoir un éclairage extérieur qui vous challenge vraiment sur la réalité de votre mission, sur la réalité de sa mise en œuvre, sur les objectifs, c'est très précieux. C'est assez lourd, c'est un peu déstabilisant parce qu'on est certain de bien faire, puisqu'on incarne la mission, puisqu'on est le patron du truc. Et puis quand on est confronté à l'image dans le miroir, un peu comme après Noël, quand on se regarde, peut-être faire des efforts avant l'été. Donc voilà, c'est la même chose. Face à sa mission, on est peut-être pas loin d'être aligné, mais il y a quand même du boulot. Alors, c'est des contraintes, mais il y a quand même beaucoup de bénéfices. Beaucoup de bénéfices. Le premier d'entre eux, dans cette motivation égoïste dont j'ai parlé au départ, c'est d'avoir une grande sérénité par rapport à ce qu'on est en train de développer. Une fois qu'on a externalisé, fait l'effort de mettre sur papier des engagements et une direction, une mission, une raison d'être, on a la sérénité en tant qu'entrepreneur que ça va bien se passer. Alors effectivement, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Il y a des recadrages, etc. Mais ça ne dépend plus que de soi. Je prends souvent l'image du mariage, un sujet intuitif, mais il y a cette idée de déclarer au monde qu'on prend un engagement pour l'éternité, alors qu'on sait que va se passer des choses. Mais le fait de prendre cet engagement donne une très grande assise. Une très grande assise en tant qu'entrepreneur. Les externalités positives, il y en a plein d'autres, je les ai évoquées. Évidemment, le recrutement de collaborateurs qui sont affines avec plus que des valeurs. Une mission que je propose que c'est pas le moment. Si, mais on va peut-être passer la parole à Sophie, qui est justement la représentante des collaborateurs et qui va nous faire part de son expérience, puisque chez Alanvi, elle n'a pas participé, mais je te laisse en parler. Juste par rapport à ce que tu disais, que ça permet aussi un alignement de toutes les parties prenantes. Et nous, du coup, on est devenu société à mission l'année dernière en 2020. Et en fait, on a un peu un peu dépêché dans le process pour devenir société à mission avant la levée de fonds, pour être sûr que les personnes qui nous rejoignent et les actionnaires qui nous rejoignent dans la deuxième levée de fonds soient alignés avec cet engagement et ce statut d'entreprise à mission. Et je pense qu'en entrepreneur, ce sont les personnes qui et du coup, oui, du point de vue du collaborateur, nous, du coup, on est devenu entreprise à mission l'année dernière. Mais en fait, cette volonté, ce qu'on appelait du coup avant notre volonté d'impact, elle est présente depuis la création d'Alanvi. Je vais commencer par vous raconter un peu l'histoire avant d'étayer mon propos. Mais du coup, Alanvi, ça a été créé en 2016 par 3 entrepreneurs qui en fait ont voulu résoudre un paradoxe, attaquer un paradoxe qui était qu'il y a de plus en plus de personnes âgées en France, et de plus en plus de personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, et de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin d'accompagnement et qui ont envie de rester chez eux. Et face à ça, le métier d'auxiliaire de vie, c'est un métier peu connu, peu valorisé, où il y a peu de formation, où les conditions de travail sont difficiles. Et donc, face à un besoin qui est présent, les moyens mis en œuvre ne le sont pas. Et du coup, ils ont créé Alanvi, Guillaume et Clément, pour en créant finalement un cadre de travail différent, avec de la formation, où les auxiliaires travaillent en équipe autonome, et pour finalement valoriser ces métiers, et on travaille en équipe autonome, dans un cadre de confiance, de transparence, et
créer du lien entre eux, pouvoir s'entraider et avoir vraiment la main sur l'accompagnement des bénéficiaires, puisque ce sont eux qui sont sur le terrain et donc c'est eux qui ont l'œil et savent finalement les bonnes décisions à prendre sur ce prestataire. Épaulés par des coachs, qui vont être tout seul. Ce modèle d'équipe autonome, il est possible aussi grâce à une innovation technologique. On développe en interne un outil de métier de CTO, un outil de gestion collaborative qui permet aux auxiliaires d'être vraiment acteurs, de gérer leur planning, de gérer leur recrutement et de gérer eux-mêmes leurs accompagnements en collaboration, en équipe. Et du coup, un outil qui porte vraiment en son cœur les notions de transparence et de confiance qu'on peut avoir dans ce travail. Et le deuxième élément, c'est également des formations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peu de formations dans le secteur. Et donc, pour aider les auxiliaires de vie à vraiment être maîtres de leur métier et se sentir à l'aise et avoir des clés, on a développé des formations pour ça. On s'est rendu compte petit à petit qu'on n'était pas tout seul à pouvoir faire ça. Et donc, on a développé sous la marque Compagnie une activité B2B pour vendre ces innovations de formation, des formations sur le savoir-être, sur les troubles, également sur les troubles cognitifs, l'écosystème médical autour de la personne âgée, plein de sujets qui sont importants pour le métier d'auxiliaire et aussi finalement, en fait, depuis le début d'Allenvie, il y a vraiment cette volonté d'humaniser l'accompagnement et de valoriser le métier des auxiliaires. Le fait de devenir entreprise à mission, ça nous a permis de finalement formaliser cette volonté, mais l'envie était déjà là. Je pense que tu mentionnais tout à l'heure, en effet, l'engagement des collaborateurs. Moi, j'ai rejoint Allenvie en 2018. Et c'est vraiment pour le projet que j'ai rejoint Allenvie. Quand j'ai décidé de quitter mon travail, j'avais envie justement de trouver un projet dans lequel je pouvais aligner moi qui travaille 8 heures par jour et gagner un salaire à la fin du mois, et moi personnel qui a envie d'avoir un petit impact positif sur la société. Donc ça déjà c'est pour cette mission que j'ai rejoint Allenvie et dans le recrutement mené, je recrute des développeurs et l'alignement avec la mission et cette volonté d'impact, c'est le premier élément que j'aborde pendant le premier entretien. Et d'ailleurs, le premier entretien a uniquement pour vocation de valider cet alignement, de voir ce que le candidat a compris. Je explique bien sûr ce qu'il n'a pas compris, s'il questionne, et s'il est aligné avec ça, si ça lui parle, et si ça lui parle vraiment, et s'il a envie de porter cette mission. Est-ce que dans les objectifs de la mission, il y en a qui ont un impact direct avec ton activité? Oui. Dans les engagements, notamment, il y a un engagement qui est de rendre accessible un grand nombre de nos innovations, et quel que soit leur contenu. Et donc, chez Allenvie, on développe ça, et aussi de créer un cadre. Un deuxième engagement, c'est créer un cadre de travail valorisant pour les auxiliaires. Et là-dessus, j'ai deux exemples très actuels en plus. Récemment, on a développé une application mobile de formation sur laquelle on partage du contenu de formation e-learning. Et il y a quelques semaines, une dizaine de jours, on a eu une réunion sur la monétisation de cette application et donc comment économiquement elle peut être rentable. Et c'est vrai que par rapport du coup à cette volonté d'engagement, moi du coup avant cette réunion, en fait, j'ai ouvert la raison d'être et je me suis dit ok, on va parler économie, mais remettons-nous dans le cadre de la mission, et j'ai relu justement cet engagement, et au début du tour de table, j'ai pris la parole, mais c'est ce que j'ai dit. Qu'elle nous rapporte de l'argent, c'est bien, et en effet, j'ai envie d'avoir mon salaire à la fin du mois, et c'est très cool. Par contre, n'oublions pas cet engagement-là, et concentrons les discussions aussi là-dessus, en se disant que si elle peut nous ramener que l'argent, c'est bien, mais restons cohérents avec cette volonté d'impact. Et le deuxième, c'est
il y a en août, j'accompagnais un client dans sa transformation qui commence à utiliser notre outil et pour qu'il puisse utiliser notre outil, on a dû développer une fonctionnalité de remontage. Le remontage, c'est le pointage des auxiliaires, c'est la preuve qu'un auxiliaire est arrivé chez son bénéficiaire à 9h46 et est reparti à 11h02. C'est une fonctionnalité qu'on ne voulait pas développer et on a tardé à développer puisque on n'est pas dans un cadre de valorisation de confiance. Mais c'est devenu obligatoire par les départements qui ont envie de cette preuve pour financer et aider à financer les accompagnements. Et donc, avec ce client qui utilise le remontage, on a développé en collaboration avec lui. Et donc, c'est vrai que ça a été beaucoup de discussions et d'échanges sur quel était le système qu'il utilisait lui avant et comment nous, en fait, on a développé cet remontage, mais sans développer tel quel le sujet qu'il avait. Enfin le modèle qu'il avait, en gardant notre raison d'être. Et le fait d'avoir une raison d'être, d'avoir quelque chose de formalisé, de clair, et en venant travailler avec nous, il connaissait notre raison d'être, c'est même partie de notre comité de mission, donc il est plus qu'engagé dans notre mission. C'était un super outil de lui dire, en fait, on reste fidèle, et là, ce que tu nous dis, ça ne va pas. Et c'est vrai qu'on a été assez fiers avec le product manager quand, après lui avoir dit ça, il nous a dit oui, c'est vrai, il faut que vous m'aidiez à grandir sur ce point-là. Voilà, donc vous voyez, la société à mission, c'est d'abord très concret, très utile au point de vue stratégique et opérationnel, et ça a un impact sur l'ensemble des parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, et ça sert au quotidien. Elisabeth, peut-être que tu peux nous dire un mot sur ton entreprise et à la fois ce que Marc-Antoine a raconté et puis peut-être sur les collaborateurs. Bonsoir tout le monde. Donc, mon entreprise est née il y a quelques années, en 2013, à partir d'un besoin personnel avec mon mari, lorsqu'on travaillait dans l'histoire. Nous avons 5 enfants. Et à l'époque, on avait une consommation de gourdes de compote qui nous faisait très peur. En fait, j'achetais des paquets de 74 toutes les semaines et puis c'était tout à la poubelle. Et j'étais dans un mode un peu avant ce qu'on vit aujourd'hui, avant des merdes de plastique sur les lignes, etc. Mais déjà, de réfléchir à ce besoin de rationaliser l'utilisation en fait des packaging et de réduire chez nous. Pas par rapport à tellement de matière, mais à l'utilisation éphémère des objets, finalement. Compote, 5 secondes, wow, feeling, wow, oh, c'était mal. Quand on laisse un paquet de riz dans son placard pendant 2 mois, oh, il a survécu à quelque chose. On n'a pas le même sentiment de rapport par rapport au contenant. Donc, avec mon mari, on a cherché une solution. D'abord, on a proposé des Tupperware à nos enfants, qu'ils ont regardé avec des grands yeux. Mais non, je vais pas amener un Tupperware de compote au foot, maman. Non, quand même. Donc, on a fini par créer une solution nous-mêmes qui est la gourde squeeze, une petite gourde en fait qui ressemble aux autres petites gourdes, mais qui a une ouverture au fond qu'on utilise pour remplir et puis fermer et puis utiliser et relaver. On n'a pas réinventé la roue, mais c'était quelque chose qui, pour nous, était très utile. Et puis, on a décidé de proposer dans cette idée au plus grand nombre. Et ça a eu son petit succès jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est l'origine du projet. C'était vraiment d'aider les familles comme nous à réduire leurs déchets. Donc, nous, on se considérait déjà, dès le départ, en fait, à être dans une démarche à impact, à mission, à raison d'être, tout ce qu'on peut dire. Et donc, très rapidement, on a souhaité aussi rejoindre la communauté des Big Corp qui s'est créée en France en 2015 et qui, comme Nicolas expliqué, est très proche, en fait, a beaucoup inspiré le statut de société à mission que nous avons actuellement en France, puisqu'à la base, cette certification Big Corp été créée par une association, par des entrepreneurs aussi, qui étaient tellement déçus par la façon dont le monde du business se passait aux États-Unis qu'ils ont dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ça a commencé par un référentiel, par une certification, et tout de suite, ça atterrit aussi sur des nouveaux statuts de société. Aujourd'hui, plus de 35 États aux États-Unis, l'Italie, 4 pays d'Amérique du Sud,
et 2 États du Canada. Donc, c'est parti de là. Et ça a inspiré aussi beaucoup d'autres statuts comme la société à mission. Et nous, pareil, on parle souvent de la mission chez nous. C'est quelque chose qui nous anime profondément. Nous, ça peut paraître étonnant. Nous sommes société à mission également. On tenait quand même à accompagner l'arrivée de ce statut en France. Et la seule chose qu'on a fait peut-être un petit peu différent, c'est que nous sommes une petite société et on a choisi d'avoir un référent. Mais je vais vous expliquer pourquoi, puisque pour nous, la mission est tellement importante qu'on ne souhaitait pas en fait créer un organe à côté. Donc nous, en fait, la mission fait partie en fait des responsabilités pour nous de notre conseil en fait stratégique. Donc nous, on n'a pas souhaité en fait créer une deuxième instance. On a souhaité qu'elle soit toujours, comme elle a toujours été, faire partie en fait des objectifs et des responsabilités de nos dirigeants décisionnels et pas quelque chose de consultatif. Donc voilà. Est-ce que tu peux, puisque tu connais bien les deux, éclairer rapidement les similitudes et les différences? Et puis après, je pense que si vous en êtes d'accord, on passera aux questions, parce que c'est une manière d'éclairer les différents points qu'on a cités. Oui, donc les deux sont très complémentaires. Parfois, on va entendre aujourd'hui, oh, est-ce qu'il faut que je fasse quoi parce qu'il faut que je fasse cette mission. Ils sont totalement complémentaires. Dans la mesure surtout où la société à mission ouvre une voie, c'est une invitation, et qui c'était déjà, les statuts ont toujours été libres. Donc voilà, mais qui est une invitation formelle à formuler une raison d'être et décliner ça en objectif opérationnel et puis construire aussi une méthode de contrôle de l'exécution de ces objectifs. Et B Corp, pour le coup, il y a ça déjà dedans, mais c'est aussi 360 par rapport au fonctionnement d'entreprise. Les sociétés à mission aujourd'hui, on est obligé de mettre un objectif. La plupart des sociétés vont mettre 3, 4, 5. Je crois que le maximum que j'ai vu, c'était peut-être 5 ou 6. Je n'ai pas vu au-delà. Mais j'imagine que vous avez regardé ça. Et B Corp, pour le coup, en fait, c'est un cadre d'amélioration en contenu qui prend donc toutes les sociétés, qui regarde toute la société et qui a à peu près 200 en fait, objectifs, voire un peu plus selon la taille d'entreprise et le secteur. Donc, c'est difficile en fait de comparer puisque c'est juste pas construit en fait de même manière. Et puis, légalement, c'est un petit peu différent aussi par rapport aux autres statuts. On parlait au téléphone. Par exemple, de l'Italie, un statut qui s'appelle Società Benefit, qui a gardé le nom Benefit directement en fait de la version anglo-saxon, qui est Benefit Corporation, pour créer des bénéfices pour tout le monde. Et ils sont très similaires en fait à la société de mission au départ, puisque pareil, on met notre raison d'être, on met nos objectifs stratégiques, etc. La différence, c'est qu'à la fin, en plus d'une évaluation de ces quelques objectifs stratégiques qu'on s'est mis dans nos statuts, il y a aussi une obligation d'une évaluation 360 avec un référentiel extérieur. Donc, ils ont rajouté en fait un niveau, je dirais, de contrôle et pour moi, qui porte plus à la cohérence quelque part et à la sincérité en fait du projet d'entreprise dans son ensemble. Aujourd'hui, on est un groupe de très engagés. Les 250, ils sont super engagés. Mais on sait qu'on n'est jamais à l'abri d'une entreprise qui voit ça comme une opération de communication et qui pose un ou deux objectifs relativement faciles, mais qui derrière peut avoir des incohérences en fait dans la pratique. Donc, beaucoup d'entreprises qui deviennent société de mission deviennent B Corp en même temps pour avoir en fait donc c'est 2 niveaux, trois niveaux, on va rajouter un 4e et pour dire qu'on se soumet en fait à un regard extérieur comparable, pas universel mais international au moins puisque c'est le même référentiel partout dans le monde, partout en Europe. Et c'est la différence en fait dans les grandes lignes aujourd'hui. Sachant que le statut de société à mission est en voie de transfert à l'Europe. C'est la volonté de la France que de faire monter ce statut à l'échelle européenne.
merci beaucoup pour vos témoignages. Est-ce que vous avez un point dont vous souhaiteriez donner spontanément? Non, donc, on va laisser la place aux questions. Peut-être que ceux qui sont à distance vont poser les questions par chat s'il y en a. Déjà dans la salle? Déjà dans la salle, est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Alors, avant tout, je voulais vous féliciter parce que c'est vraiment très inspirant ce que vous avez fait, vos missions. Ce qui serait intéressant, ce serait de comprendre deux questions. Il y en a une. La première question, c'est quels sont les avantages d'avoir une société à mission par rapport à une société classique? Du point de vue fiscal, du point de vue de l'entreprise, quel soutien elle peut avoir comme entreprise? La deuxième question, si vous pouviez partager vos objectifs de société à mission, pour qu'on puisse comprendre quelle est la différence entre les objectifs que vous aurez par rapport à la mission, plutôt que les objectifs que vous aurez en tant qu'entreprise, parce que vous êtes une entreprise qui génère des profits. Oui, donc par rapport aux premières questions qui étaient, très succinctement, j'étais perdue en deuxième, le premier c'était… Le premier, quels sont les avantages? Oui, voilà, l'avantage. Il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas. On a aussi en France, en fait, aussi un système qui existe aussi dans d'autres pays aussi, d'une société donc sociale et solidaire. Et c'est sept points puisque c'est principalement associatif, donc avec des activités en fait qui aujourd'hui profitent des avantages fiscaux. Il y en a pas pour les sociétés de mission. Cela dit, après, il y en a d'autres. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment, surtout l'année dernière, il y a eu cette prise de conscience sur les enjeux donc, sociaux et environnementaux qui nous confrontent aujourd'hui, les objectifs de développement durable et du reste des ans. Donc, il y a beaucoup on a envie quand même, en tant que société, de flécher nos investissements vers des choses aussi plus vertueuses, de façon à contribuer plus positivement à la société et ne pas à la seule recherche de profit. Donc, moi, je dirais que même si ça ne rapporte pas exactement des bénéfices en termes de finances publiques, c'est très important pour les investisseurs, pour les clients, pour des potentiels distributeurs, pour des produits. C'est plus en fait sur ce registre-là que c'est savoir avoir des bénéfices. Il y a directement un bénéfice dont tu as parlé, Sophie, c'est le côté défensif. C'est-à-dire que le fait d'avoir la mission, d'être une société à mission, rend extrêmement compliqué à des prédateurs de rentrer au capital et de détourner. Et ce que l'on considère, c'est que les externalités globales, que ce soit vis-à-vis des parties prenantes ou vis-à-vis de la cohérence stratégique, sont les bénéfices de l'engagement en société à mission. Mais il n'y a aucun avantage fiscal de quelque nature que ce soit. Effectivement, il pourra y avoir pour les entreprises cotées ou un fléchage vers les fonds responsables. Et la deuxième question, c'était sur le partage. Sur la première, j'ajoute quand même qu'il y a de Bercy, il y a des signaux quand même assez clairs. Il y a des choses qui se préparent sur ce sujet. Je ne sais pas si ça passera le cycle qui arrive. En tout cas, il y a une intention. Il n'y a pas de réalité aujourd'hui, mais il y a une intention. Et donc, sur la deuxième, si vous pouviez partager des exemples d'objectifs dans votre cas, par exemple. Oui. Je rajouterais sur l'élément défensif un exemple assez parlant. On a mis en place chez L'Envie un tarif social pour nos bénéficiaires pour rendre nos services accessibles, quel que soit le revenu. Et en fait, on est challengé aujourd'hui par nos investisseurs pour augmenter ce pourcentage de bénéficiaires bénéficiant du tarif social, parce que le tarif social n'a du sens que si on a des bénéficiaires qui en bénéficient, sinon ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, nos actionnaires, qui du coup sont plutôt là pour la rentabilité économique, nous challenge sur augmenter ce pourcentage pour qu'on ait d'autant plus d'impact. Alors, pour ce qui est des objectifs et des missions, là, je vous enverrai vraiment sur l'Observatoire, parce que l'Observatoire est très complet. Et vous avez l'ensemble des raisons d'aide, des objectifs de l'ensemble des sociétés. Vous pouvez les filtrer par thématique. Enfin, si vous voulez préciser vos objectifs, on peut le faire. Mais si votre question est générale, ça vous permettra de voir aussi la diversité, la liberté d'essai dans
dans la rédaction. Et je ne l'ai pas présenté, mais il y a maintenant la communauté qui réfléchit à des grilles de filtrage qui permettent quand même d'évaluer si ce que on raconte, c'est la mission de n'importe qui, enfin la raison d'être de n'importe qui, ou si c'est effectivement un engagement stratégique singulier qui va permettre de différencier l'entreprise dans ses engagements, dans sa réalisation. Et, voilà. Et donc, je vous envoie sur l'Observatoire, dont on vous enverra le lien. J'ai deux questions de la part de Bertrand et Fabienne. Et quelle est la taille minime pour devenir entreprise à mission? Quelles sont les principales activités des entreprises à mission? Alors là aussi, je vous renverrai sur l'Observatoire parce qu'il y a toutes les statistiques. Timing, il n'y a pas de timing, mais sur les segments sectoriels, c'est aujourd'hui beaucoup de services, plus que d'industrie. C'est aujourd'hui plutôt des PME. Et c'est en train de se déployer, c'est plutôt région parisienne, mais c'est en train de se déployer à l'échelle nationale. Et voilà, Et les grands groupes? Il y a quelques grands groupes qui sont sociétés à mission. Je pense que les sociétés cotées, pour en avoir discuté avec eux, attendent que tout ce qui est OTI et tout ce qui est système de contrôle soit plus stable avant de s'engager parce qu'ils ont déjà pas mal de contraintes en matière de communication financière, en matière de communication, etc., RSE et autres. Et donc, pour ceux à qui j'en ai parlé, ils s'attendaient, ils étaient intéressés par le dispositif, mais ils attendaient que ce soit plus stable pour ne pas avoir à prendre trop de risques. Je pense qu'ils attendent aussi quelques jurisprudences à la Danone et autres pour voir comment ça évolue avant de se déclarer. Parce que c'est quand même, pour une grande entreprise cotée, c'est un acte extrêmement significatif. On peut comprendre Ils attendent peut-être Bercy aussi. Ils attendent peut-être Bercy aussi. Peut-être qu'ils attendent Bercy. Il y en a quand même beaucoup qui inscrivent leur raison d'être. Oui, qui travaillent sur, qui sont en chemin et donc qui travaillent sur leur raison d'être. Qui, certaines inscrivent leur statut, c'est le cas de les objectifs et les engagements associés. On n'y est pas encore. Une question concernant les objectifs. Je voulais savoir si c'était communiqué, juste en interne, et communiqué à l'externe, et si ces objectifs ne sont pas remplis. Oui, c'est compliqué puisque ça fait partie de la qualité de société à mission que d'avoir publié ces. Alors, les objectifs. Au moins. Ensuite, ils sont contrôlés par le comité de mission qui doit tous les ans rendre un rapport qui doit être publié dans l'esprit. Et il y a l'OTI qui doit remettre son rapport également, qui doit être publié. Et de la même manière que vous avez aujourd'hui des entreprises qui ne publient pas forcément leur rapport RSE, on observe, dans le cadre de l'observatoire, on observe la publication de ces différents éléments, de manière à créer un mouvement vertueux, sachant que je ne suis pas juriste et peut-être que je vais juriste, mais si un ETI rend un rapport défavorable, c'est un mauvais signal pour l'entreprise qui doit corriger. Mais pour perdre le statut de société à mission, il faut qu'il y ait un recours d'un tiers. Il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient respectés, plus un recours d'un tiers. Il n'y a pas d'automaticité de la perte du statut de société à mission parce qu'un rapport d'ETI aurait été mauvais. Ceci dit, là aussi, en ce qui concerne, il est vraisemblable que l'impact sociétal, name and shame, qui sera associé à ce genre de pratique, l'emporte
sur des dégradations de type administratif ou statutaire. Puisque aujourd'hui, Marc-Antoine très introduit à Bercy, mais aujourd'hui, il n'y a aucun bénéfice ou quelque chose, quelque avantage qu'on perdrait. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est juste, oui, l'outil, en fait, est censé contrôler l'exécution de la mission. Mais comme a dit Nicolas, leur travail n'est vraiment pas facile, puisque du coup, on leur fournit pas, en fait, de cadre d'évaluation. Ils utilisent l'évaluation interne qui aurait été faite par les comités de mission et les indicateurs internes qui auraient été décidés par la société avec le comité de mission. Donc, il y a bien un contrôle extérieur sur des indicateurs propres à l'entreprise. Donc, il y a aussi des questions peut-être éventuellement de visibilité derrière. Même si on publie tout ça, qu'est-ce que un citoyen lambda va vraiment comprendre en fait, de l'engagement? Il y a beaucoup en fait d'enjeux de communication sur ce statut par rapport à ce que ça va apporter au bien commun. Mais une fois encore, la liberté laissée par la loi et l'état d'esprit dans lequel ce dispositif est aujourd'hui en cours de construction laisse à penser qu'il va y avoir des progrès de cette nature. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, dans les textes, l'OTI a essentiellement un devoir de contrôle d'intégrité, on va dire. Mais en réalité, on sait bien qu'il faut aller au-delà, mais on ne sait pas encore tout à fait comment. Et c'est l'objet de la communauté et de ses travaux que d'aller éclairer ces questions en disant jusqu'où on peut ne pas aller trop loin en matière d'ingérence, en matière d'organisation, en quoi le statut des OTI, qui est assez particulier, est un obstacle à ce qu'ils fassent autre chose, quel est le coût d'un audit OTI, et comment les entreprises. Tout ça, c'est en cours de construction. Il y a une commission FNOR qui travaille également sur une organisation de tout ça. Donc, tu peux peut-être en dire 2 mots d'ailleurs, mais le dispositif est en construction et dans une construction relativement ouverte. Donc, la communauté a pour vocation de contribuer. Il y a un conseil scientifique, des chercheurs qui étudient la bibliographie sur les différents cas et qui orientent les travaux de Bercy. Oui, c'est quelque chose qui doit vivre, qui va vivre. Et puis, comme tu as dit, qui va être amené aussi à l'échelle européenne. Il y aura une discussion sur quelle forme ça pourrait prendre. Et ce serait exactement celle de la France, celle de l'Italie ou l'autre, un hybride. Les possibilités sont nombreuses. Mais on sent, encore une fois, une prise de conscience, une grande pression de la part des citoyens et des élus sur plus donc de contributions positives de la part d'entreprises. Tout vient de là. Et sans faire de retard, je ne saurais que vous inviter, si le sujet vous intéresse, à rejoindre la communauté, parce que c'est là que ça se discute. J'ai une question de quelqu'un qui regarde justement le site de l'Observatoire, et puis il dit qu'il y a un truc que je vois pas très bien. Il se pose une question: une entreprise d'une quinzaine de personnes dans le secteur de la métallurgie peut-elle aspirer à devenir une société à mission? Oui, bien sûr. Bien entendu. Non, mais enfin, d'avoir une raison d'être à impact positif, ça transcende les secteurs d'activité, les tailles. Donc ce sera à elle de définir en quoi elle vise un impact sociétal positif sur son activité, mais bien sûr. Moi, je peux apporter un petit éclairage qui est que dans le mouvement Bicorp et l'origine en fait de ce mouvement était aussi pour amener le plus grand nombre en fait d'entreprises à avoir des impacts positifs dans la mesure où on peut avoir une mission très unique, très singulière, mais on peut être aussi simplement une entreprise qui existe depuis un grand nombre de temps ou qui fait quelque chose comme par exemple le chauffage et donc qui ne se considère pas, qui ne se donne pas exactement une raison d'être singulier d'impact positif, mais qui se dit dans le cadre de mes activités, je me dois quand même d'avoir un impact global, net, positif sur la société et l'environnement. Et c'est tout aussi entendable.
Dans le comité des B Corp, on remarque souvent qu'il y a des entreprises en fait qui font de la glace comme Ben & Jerry's ou de la bière, du vin, et qui sont des choses en fait qui ne sont pas forcément bien, dont on va s'en séparer demain. Et ces entreprises en fait ont toute leur raison en fait de vouloir faire leur métier en fait de façon donc à contribuer positivement comme un chauffagiste, ou un boulanger, ou des métallurgistes, etc. Donc, on peut chercher aussi une raison d'être, je dirais, un peu plus généraliste, d'avoir un impact positif à travers ces activités. Le parallèle que j'allais faire, c'est avec les démarches qualité. Dans les années 80-90, si on disait à une PME de métallurgie, etc., est-ce que vous allez mettre en place un système qualité, pour moi, c'est pour les grands groupes. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde considère que faire de la qualité, c'est indispensable. Même chose pour les risques psychosociaux ou la qualité de vie au travail. Tous ces progrès qui contribuent à améliorer globalement l'exercice du business sont ouverts à l'ensemble des secteurs. J'ajoute que, sauf erreur de ma part, il n'est nulle part écrit dans la loi ce que veut dire positif. Je crois que ce mot n'est même pas employé. Il s'agit juste de caractériser l'impact qu'on souhaite avoir. Il n'y a pas de direction, aucune, qui est donnée. Autrement dit, on peut décider d'avoir l'impact qu'on souhaite. Il n'y a pas réellement de cadre, il n'y en a pas. Et je crois que l'enjeu est beaucoup de permettre à chacun de positionner sur son propre échiquier moral l'impact que va avoir notre société. C'est simplement déclaratif. Moi, métallurgiste, 15 personnes, je veux aller dans cette direction, je veux avoir tel impact. La direction de cet impact n'est pas du tout cadrée. Ça veut dire dans ce cas-là qu'on pourrait essayer d'avoir un impact négatif. Est-ce que ça pourrait passer dans ce cas-là? Si on pousse le bouchon. Très honnêtement, je pense que dans le cadre de la loi, je pense que ça passe. Enfin, si vous définissez négatif, je crois qu'il s'agit de caractériser l'impact sociétal qui est très différent. C'est-à-dire, avant c'est le flou. J'ai un business, j'exécute. Voilà, j'ai un modèle économique, j'exécute ce modèle économique. Ce qui se passe autour, ça ne me concerne pas. Là, l'idée, c'est de s'en préoccuper. Et d'avoir des objectifs. Alors, ça peut être de réduire, d'augmenter telle ou telle variable. Est-ce que c'est positif ou négatif? J'imagine que raison d'être qui consistera à détruire la planète, à faire de l'exclusion, à travailler les enfants. En fait, le point de départ, c'est de se dire, dans le Code civil, la société a pour objectif le profit des associés. Et ce qu'introduit ce mouvement, c'est le profit, le bénéfice sociétal. Et ce bénéfice sociétal, Marc-Antoine, à ma connaissance, à part les 17 ODD auxquels on peut toujours faire référence, parce que je ne sais pas, il n'y a pas de référentiel qui permette de dire. Après, je ne sais pas, je ne vois pas qui, sur la chaîne d'enregistrement, pourrait dénoncer une raison d'être négative. En revanche, dans ces statuts, le fait qu'on a comme impact de faire travailler des enfants en détruisant la planète, je pense que... Alors, sans pousser justement le bouchon jusque-là, est-ce que dans cette raison d'être et les objectifs derrière, il y a systématiquement justement la prise en compte des deux aspects, sociétal et environnemental, justement pour ne pas promouvoir ou pousser sur une des composantes au risque d'être de masquer, d'être au détriment d'un autre aspect qui est quand même crucial. Dans le texte de loi, c'est et. On peut mettre les deux, on peut mettre. Mais dans votre esprit à vous. Dans l'esprit de tout le monde qui entreprend ça, c'est
essayer de faire un total. Mais après, encore une fois, le champ est libre. Dans le guide que la Fleur est en train de préparer, on parle quand même de contribution au bien commun. Ces mots sont posés. On ne parle pas de contribution positive, mais on parle quand même de notion d'un bien commun et de contribution et de pas donc l'extraction du bien commun. Et puis là, on a créé dans le Code civil, en fait, un peu pareil, cette histoire d'étage. On a changé, en fait, donc l'article 1833, on n'a pas changé le 1832, puisqu'une société, techniquement, juste contractuellement, c'est toujours des personnes qui mettent en commun des biens pour partager les profits ou les pertes. C'est juste, c'est le contrat. Après, on a rajouté, donc avec le loi Pacte 1833, qui dit, dans le cadre donc, de ce projet, il faudrait que les dirigeants prennent en compte les conséquences environnementales et sociales dans leur processus décisionnel. Prendre en compte. Pas dit qu'il s'agisse en faveur de. On est vraiment à un stade juste prendre en compte. Mais c'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup de pays en fait, qui n'ont pas ce genre de langage dans leur code civil. Donc, c'est déjà un énorme progrès. Et après, si on souhaite aller plus loin, faire la société de mission, devenir bicorp. Et ce qui est très clair, c'est que ça ne peut pas être décalé de la stratégie de l'entreprise. Vous avez une stratégie et vous l'enrichissez ou vous la tirez ou vous l'améliorez par la raison d'être et les objectifs de la mission. Au début du départ, on a parlé de l'avantage. Je me demande s'il n'y a pas un avantage significatif dont on n'a pas parlé, c'est d'être capable d'attirer plus facilement l'État, notamment dans le domaine, par exemple, du développement. Il y a beaucoup de concurrence et il est difficile d'attirer des talents et de les garder. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a effectivement un impact dans ce domaine-là par rapport aux autres entreprises qui n'ont pas de. Je pense que pour les personnes qui sont touchées par ça, c'est clairement un argument en plus dans l'engagement des collaborateurs. Et moi, je vis dans une équipe, il y a 5 développeurs qui sont très engagés dans le projet, qui ont envie de comprendre comment ça se passe sur le terrain, qui sont très friands en fait, de rencontrer les auxiliaires, de rencontrer les clients, participer à des appels commerciaux, etc. Pour vraiment comprendre comment ça se passe. Après, la personne qui est la plus ancienne de l'équipe a 2 ans, il a depuis 2 ans. Et donc, on est peut-être encore un peu trop jeune pour parler vraiment de rétention, mais en tout cas, moi, ça fait 3 ans que je suis là et je suis encore restée. Chloé est là depuis 2 ans et on a parlé tout à l'heure, elle ne m'a pas dit qu'elle avait envie de partir, j'espère qu'elle va rester. Mais je pense que c'est vraiment un argument, oui, en plus. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans les écoles d'ingénieurs, et notamment celles que je connais Centrale Paris, c'est de plus en plus présent cette volonté de faire de la tech au service de l'intérêt général et pas juste de la tech pour la tech. Non, mais c'est un lieu commun de dire que les jeunes générations ont besoin de sens et sont très attentifs à leur environnement de travail et à l'impact de leur action. Donc, si l'entreprise qui les embauche leur offre un cadre structurellement œuvrant pour le bien commun, d'une certaine manière, ça soulage la conscience ou ça satisfait leurs besoins de contribuer positivement. Donc, oui, c'est à la fois attraction et rétention. Et j'ajouterais que c'est aussi un garde-fou, parce qu'ils sont les parties prenantes de la surveillance, de la bonne exécution de la mission. Et Sophie le disait tout à l'heure, avant de se lancer dans un dev ou de modifier la liste, on va aller regarder on va se référer à la mission pour dire est-ce qu'on est bien clair entre ce qu'on fait et ce qu'on a dit qu'on allait faire. Il y a une question, quelle a été la motivation de l'État d'introduire de nouvelles contraintes sans contrepartie? Volontaire.
Il n'y a pas de contrainte. Ouais, il y a pas de Alors, contrainte. déjà, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte, c'est une démarche volontaire. Donc, n'y vont que les gens qui ont compris l'intérêt que ça va y aller. Je pense que l'État voulait donner un signal réglementaire, enfin, législatif, qui ancre le progrès vers la recherche de biens communs, ce que disait Elisabeth. Et après, libre à chacun de s'engager dans cette démarche qui est exigeante, c'est vrai, mais qui a des atouts positifs, j'espère qu'on vous l'a montré. Donc, c'est une décision stratégique d'entreprise que de s'engager dans cette voie. L'État, de mon point de vue, mais c'est mon point de vue personnel, est tout à fait dans son rôle en inscrivant dans la loi des transformations sociales, dès lors qu'on est dans une société de droit romain où la transformation est sécuritaire. Allez-y. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Marc-Antoine, sur passer à une société à mission dès le stade vraiment de la jeune start-up débutante. Ce matin, au salon Big, il y a une conférence sur le sujet, et au contraire, l'intervenant qui parlait de comment établir dans l'entreprise, définir la raison d'être, après les objectifs. Il disait voilà, en tant que start-up naissante, en général, entrepreneur, on a tellement d'autres sujets que ce n'est pas la priorité. Et toi, tu dis au contraire, ça vient alimenter et nourrir. Donc, et comment la raison d'être peut résister à 1, 2, 3 pivots comme ça doit se faire sur l'appareil des pivots tout Eh ben, peut-être qu'elle n'y résiste pas, mais c'est pas très grave. Ça, c'est le premier. Parce que c'est qu'un mariage. On peut se marier plusieurs fois, quoi. On peut se tromper. C'est pas très grave. C'est vrai que c'est délicat de le faire en étant dans le flou voilà, sur la direction générale que va prendre l'entreprise pendant plusieurs années. Mais en même temps, comme je le disais, ça donne une grande sérénité parce que ça établit un cadre. Surtout la partie engagement qui peut vraiment rendre des choses concrètes. C'est aussi un exercice que je conseille à tous les entrepreneurs, même s'ils vont pas jusqu'au bout du chemin. Parce qu'en réalité, quand c'est la grande tempête, et ça arrive toujours que ce soit la grande tempête du démarrage d'une entreprise, quand c'est la grande tempête, il ne reste plus que ça. Il ne reste plus que ça pour se lever le matin, pour se demander si on continue à faire bien, pour faire le kilomètre en plus. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, je pense, pour continuer à avancer. Et donc, je conseille à tous les entrepreneurs de faire l'exercice de s'y atteler. Parce que même si on ne va pas au bout de la société traditionnelle, on n'écrit pas dans ses statuts, on ne se marie pas finalement. Ça a beaucoup de vertus, je pense, le dirigeant d'entreprise. Le parallèle avec le mariage est quand même très intéressant parce que normalement, à la religion catholique, on ne se marie pas plusieurs fois dans sa vie. Tout à fait. Et la raison d'être non plus, on ne la change pas. Et la loi a beaucoup évolué autour du mariage pour permettre à des femmes de se marier en fait, pour permettre à des hommes de se marier en fait, mais n'a pas encore proposé le mariage à durée déterminée. Ceci étant, on peut aussi se dire quand même que s'il y avait un travail sur le projet de vie du couple, du même niveau que celui qu'ont les responsables d'entreprise sur les entreprises à mission, il y aurait peut-être moins de divorces. Mais le parallèle est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a eu des fois, je pense que les curés accompagnés sont beaucoup plus les couples d'avant. Il y a des tas de couples qui font juste pour partir de chez papa-maman et pour avoir un petit peu d'autonomie économique. Mais je trouve que le parallèle vaudrait le coup d'être. On aurait pu inviter des curés pour. Il y avait une question, je crois. On est en train de lancer un débat sur le mariage. Pour
pour poursuivre, non, allez-y. La mission, c'était simplement mettre en place des formations, parce que c'était mettre en place des formations conçues. La mise en place des formations, c'est surtout un moyen plus qu'un objectif. Autour des formations, on a 6 engagements et plusieurs en fait ont comme indicateur et comme moyen de la formation. On a un engagement qui est lutter contre l'isolement social, on développe des formations là-dessus, améliorer les conditions de travail, la formation en est un, rendre nos innovations accessibles à tous, notre application de formation. En fait, notre raison d'être, c'est humaniser l'accompagnement des personnes âgées et valoriser les professionnels du secteur. En remerciant les professionnels du secteur et sinon les enjeux économiques et humains. Déjà, humain est présent 2 fois dans notre raison d'être et aujourd'hui, on parle beaucoup de professionnels de l'empathie et d'auxiliaires d'envie plus que d'auxiliaires de vie. Donc oui, la volonté, c'est de développer des formations, mais en remettant l'humain au cœur, la création de liens. Et aujourd'hui, on définit le métier d'auxiliaire comme des professionnels du lien. Et on est en train on développe des formations. Enfin, on avait développé du coup depuis 2019 des formations en continu, et là on est en train de développer une formation initiale. Et en fait, notre formation initiale s'appelle l'école du prendre soin, et qui est centrée justement sur la création du lien et sur l'empathie, au-delà des gestes techniques de donner une toilette, relever une personne âgée. Ça, c'est des gestes techniques, mais avant tout, c'est de l'accompagnement de la personne âgée, l'accompagnement dans son autonomie chez elle et la création de lien avec cette personne. J'avais une question, après ça peut être plus les plus grandes entreprises, je ne sais pas, sur le système de management qu'on met en place à partir de là, c'est-à-dire comment on arrive à diffuser, et est-ce que, par exemple, on va changer tout le système d'objectifs des collaborateurs, éventuellement l'accord d'intéressement quand on a un, tout comme ça, jusqu'où on imprègne cette raison d'être et ces objectifs dans la vie du quotidien de chacun. Ce qu'on a observé dans comme je le disais, on a participé à la co-construction de la raison d'être. Ce qu'on observe dans les grandes entreprises, c'est qu'une fois cette étape de communication de la raison d'être à l'ensemble de la société, qui en général s'appelle sous la forme d'une phrase et parfois de quelques engagements. Donc les engagements en général sont managés de manière très directe. La raison d'être en elle-même, elle est ensuite déclinée dans la hiérarchie. Chacun doit l'appréhender. C'est comme ça que je l'ai vu faire. On doit l'appréhender à son niveau. Dire, moi, dans mon métier, dans ma branche, dans mon équipe, qu'est-ce que ça veut dire cette raison d'être? Comment je vais la décliner opérationnellement au quotidien? Qu'est-ce que je vais changer dans mes pratiques, dans ma façon de faire? Je suggérais en fait d'aller regarder hier, et c'est tenu hier matin, une table ronde sur ce thème, puisque le comité d'emploi de mission a fait un travail auquel moi j'ai participé, parce que c'était, il y avait des participants aussi de la communauté des Bicorps. Et donc, on a fait des travaux en fait là-dessus, et c'est très intéressant. Pour ma part, je peux suggérer un outil comme le référentiel Bicorps, qui donne plein d'idées en termes de gouvernance et de management, des best practices, des choses à mettre en place pour justement aider en fait la mission à descendre. Je crois que vous avez parlé de la défense vis-à-vis des prédateurs légaux.
comment, imagine que quand on achète une entreprise, si on prend le contrôle, on peut changer sa mission, on peut effacer ses statuts, c'est quoi? C'est une pilule? Avant de prendre le contrôle total, si vous avez le contrôle total, vous changez les statuts et vous rompez le mariage. Mais le plus souvent, il y a des fonds activistes qui arrivent avec 5, 10, 15% et ils n'ont pas la capacité de changer les statuts. En revanche, ils peuvent influencer les dirigeants de l'entreprise qui peuvent s'appuyer sur les statuts en disant sortir de notre raison d'être, sortir de notre mission serait de fait un abus de bien social puisqu'on irait à l'encontre de ce qu'on a inscrit dans nos statuts. Et c'est en ça que c'est une défense. L'exemple que Sophie tout à l'heure est tout à fait illustratif. Alors, j'ai une question de Claude qui fait 10 pages. Donc, je vais lui donner la parole, si j'y arrive. Alors, hop. Allô, bonjour. Vas-y. Attends, je vais mettre le micro en face. Bonjour Claude. Bon, moi je suis un ancien créateur d'entreprise. J'ai beaucoup travaillé ensuite dans l'ESS, beaucoup travaillé dans les systèmes d'échange locaux pour essayer de comprendre ce qui se passe à la fois sur le plan économique et dans la tête des gens. De fil en aiguille, j'ai vu que tous les outils qu'on a, ils datent de l'Antiquité, ils datent du Moyen-Âge et grosso modo, ils amplifient les défauts du cerveau. Et par contre, on peut, grâce aux techniques modernes, refonder quelque chose de propre. Et je vais vous dire en 2 mots comment j'ai fait. Très vite, je me suis aperçu en faisant de l'économie qu'on nous racontait des histoires avec des dérivés partiels. Or, moi, je suis désolé, mais j'achète ou j'achète pas mon beefsteak. Je ne suis pas continu, j'achète pas mes beefsteaks en milligrammes. Donc, tout ce qu'on nous raconte, manifestement, c'est faux. Et donc, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit un jour, mais si on appliquait à l'économie les principes de base de la mécanique quantique, eh bien, effectivement, on fait apparaître des invariants. Et en creusant cette histoire, je me suis aperçu que les invariants qu'on fait apparaître, que je peux vous décliner si vous voulez, ont été essayés par différentes cultures dans le monde. Et actuellement, on est dans une phase où on est complètement les esclaves d'un système qu'on ne maîtrise pas et qui conduit la Terre à la situation que vous connaissez. Donc, moi, ma question est la suivante. Je fais également partie d'une entreprise à mission qui est pilotée par des comptables et j'ai compris que les comptables ne sont pas intellectuellement armés pour faire des bons outils. Et donc, je cherche des gens qui ont envie de progresser, mais qui ont envie de devenir des pionniers en utilisant des outils modernes. Alors maintenant, Bercy commence à comprendre et on va rentrer dans une phase d'expérimentation. Je trouve que ces phases d'expérimentation iraient bien avec les entreprises à mission. Quelle est ta question? Ma question, est-ce qu'il y a parmi vous des gens très ouverts à des technologies tout à fait nouvelles pour aller créer des systèmes comptables qui, globalement, valorisent la préparation du futur? Je le dis autrement. Si vous voulez, très souvent, les gens disent on va faire mieux, mais en gros, moi, j'ai l'impression qu'on dit on veut construire des fusées. Sur le forum de l'association. On veut construire des fusées en utilisant les techniques des bateaux à voile. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les bons outils. Et par contre, si on se fait les bons outils, là, on peut faire du bon boulot. Là, ça dépasse mes compétences, mais c'est peut-être une question à poser sur le forum de l'association, parce que c'est beaucoup plus large que le sujet. Mais merci d'avoir fait cette incise qui permettra d'ouvrir des perspectives sur le contrôle de gestion des entreprises à mission. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être une toute dernière qu'on a eue ici. Là. En gros, quel est l'intérêt d'être une entreprise à mission? On peut très bien être quasiment une entreprise à mission sans passer par la bureaucratie, les statuts, l'objectif, etc. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Une fois encore, c'est une démarche volontaire. Et c'est une démarche qui correspond au fait qu'on a identifié des bénéfices à mettre en place cette gouvernance
avec un comité de mission, a publié ses objectifs et a accepté d'avoir régulièrement un audit qui n'est pas une inspection négative, mais qui est une manière de dire est-ce que, vu de l'extérieur, je suis bien en chemin pour l'atteinte des objectifs que je me suis fixés. Donc, une fois encore, il y a quelque chose de fondamental, c'est que la démarche de société à mission est une démarche volontaire. Donc, si vous vous engagez là-dedans, c'est que vous en avez mesuré les bénéfices, que ça correspond à votre stratégie et que vous voyez dans la mise en place de la gouvernance, dans la communication ouverte de votre raison d'être et de vos objectifs, des atouts dont on a parlé sur la cohérence stratégique, sur l'engagement des collaborateurs, sur les relations aux parties prenantes, sur la différenciation de l'entreprise, éventuellement même sur son attractivité financière et marque employeur. Donc, tous ces éléments-là sont portés, pour ceux qui décident de s'y engager, par la société à mission. Et donc, c'est pour cela que ça a été fait, conçu, et le dispositif est en cours d'affinage, mais une fois encore, il n'y a aucune obligation, et je dirais, sauf à ce que Marc-Antoine ne nous dévoile des secrets, il y a aujourd'hui, dans la loi française et dans la loi de finances, aucun bénéfice particulier au fait d'être société à mission. Par contre, la plupart des sociétés sont un peu incitées à faire une charte RSE. Tout le monde en fait une. Ça ne paraît pas suffisant, ou ça va pas assez loin. C'est plus une intention qu'une vraie action. C'est pour nous, donc, la société, comment j'ai compris, la façon dont je gère en fait ce projet, c'est que l'RSE, ça va toujours être quelque chose d'extérieur au projet. Il faut repenser profondément en fait ce qu'on est en train de faire et comment on veut le faire. L'RSE, ça va toujours être le cinquième bout du carrosse. On sait, il n'y aura pas de budget pour ça, il n'y aura pas de budget pour ça. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on a dit la mission, elle appartient en fait au conseil d'administration principal. C'est vraiment tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce processus en fait de l'impact, la chapitre 3 de place en fait de l'entreprise de la société. On est en tant que société en train de repenser notre modèle de fonctionnement, puisqu'on s'est un petit peu rendu compte qu'en ouvrant les vannes très grandes et en disant en fait si on fait des profits, tout le monde en bénéficie, ça va pas marcher. Ça n'a juste pas marché. Donc, c'est refaire en fait vraiment la structure en fait de relations entre les entreprises, l'État, les citoyens et redéfinir en fait la bonne place pour tout le monde et la bonne contribution de tous ces projets. Et ça concerne aussi les associations, différents types d'organisations. On parle de RSE, on parle aussi de RSO. Il n'est pas moindre qu'une association a des employés, a des fournisseurs. Voilà, donc on ne peut pas se permettre de mal se conduire, peu importe si c'est une entreprise à but lucratif ou un projet à but non lucratif. C'est des questions générales en fait de fonctionnement du projet. Donc, je voulais conclure. En fait, il n'y a pas à proprement parler de conclusion, mais peut-être le rappel des éléments fondateurs. C'est-à-dire qu'une raison d'être, c'est une projection de ce pourquoi on s'est engagé et en quoi on va essayer de transformer la société. Le fait qu'on soit dans une entreprise, société à mission, c'est on s'engage sur cette transformation pour la raison d'être, pour le bien commun, et on se fixe des objectifs que l'on publie pour se mettre sous tension, mais aussi pour démontrer à ces parties prenantes un engagement réel. Donc, c'est une fois encore une démarche volontaire qui correspond à une décision du conseil d'administration ou du chef d'entreprise de dire au monde, voilà mon engagement vis-à-vis de la société, voilà pourquoi j'ai créé mon entreprise, et voilà comment je compte, dans un délai raisonnable, à horizon stratégique, transformer les choses. C'est, comme on essayé de vous le montrer, quelque chose qui est certes exigeant,
mais dont les externalités positives l'emportent sur les contraintes, dès lors qu'on est cohérent. Encore, hein, si c'est juste du window dressing, ça va être que pénible. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci. Je vous propose d'y répondre un verre à la main. Donc, ce sera diffusé sur Internet, je crois. Merci. Dans le site de l'association. Merci. Au revoir à tous. J'ai une question sur le dernier point. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez